J'ai été traînée hors de mon propre bureau devant tout le monde. Badge coupé, ordinateur confisqué, nom effacé, humilié comme si je n'étais rien. Ce que mon boss ignorait? J'avais des preuves froides, irréfutables, qu'il détournait des millions. Et quand je les ai montrées au conseil, ceux qui riaient de moi quelques heures plus tôt se sont mis à supplier. Voici comment une femme a transformé une humiliation publique en la chute d'un CEO. Et vous, avez-vous déjà été humilié au travail? Indiquez votre ville ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour en découvrir d'autres. On m'avait dit de les rejoindre dans le hall, pas dans la salle de réunion. Rien que ça suffisait à me nouer l'estomac, mais j'y suis allée quand même, mon carnet serré dans la main. Le sol en marbre glissait sous mes pas, et le brouhaha des collègues s'estompa quand j'ai vu qui m'attendait. Kelly DRH. Encadrée de 2 agentes de sécurité comme une reine. Elle souriait de ce sourire qu'on affiche avant de vous coller une amende de stationnement. Brenda, merci d'être descendue. Nous devons finaliser votre package de transition. Sa voix était du sucre glacé. Mon badge a clignoté rouge au portique. Tout le monde pouvait voir. J'ai entendu le froissement des papiers qu'on replie, le crissement des chaussures, les claviers qui s'arrêtent à l'étage, les têtes qui se tournent vers la balustrade vitrée dominant le hall. Kelly a tendu une chemise frappée du logo argenté de l'entreprise. Avec effet immédiat, votre poste est supprimé. Veuillez signer ici pour accusé de réception. Elle ne prit même pas la peine de baisser la voix. L'un des gardes s'est avancé, main posée sur sa ceinture, pas menaçant, mais rappelant que je n'avais pas le choix. 2 analystes que j'avais formés l'an dernier restaient figés près de l'ascenseur, les yeux ronds, hésitant entre me saluer ou faire semblant de ne pas me connaître. Ils ont choisi la deuxième option. On m'a arraché l'ordinateur des mains sans me laisser fermer l'écran. Kelly l'a glissé dans une housse comme s'il s'agissait d'un objet interdit. « Nous vous remercions pour vos services », a-t-elle récité. L'entreprise prend une nouvelle direction. J'aurais voulu demander quelle direction exigeait d'effacer 12 années de travail en une nuit, mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée immobile, stylo en main, et j'ai signé tandis que mon reflet tremblait dans le verre poli du hall. Kelly s'est penchée, sa voix soudain plus basse. « Vous trouverez l'indemnité généreuse. Il vaut mieux ne pas poser de questions. » Les gardes se sont tournés vers les porte-tambours, attendant que je suive. Autour de nous, le hall reprenait son rythme. Badge bipant, talons claquants, voix s'élevant. Mais moi, je n'entendais que le vide de ma propre sortie. Mon badge a été arraché de ma veste, jeté dans une enveloppe plastique. Quand il a quitté ma poche, c'est toute mon identité qu'on avait effacée. J'ai franchi les portes en silence, ne portant que le petit sac en cuir serré sous mon bras. Ce que Kelly n'avait pas vu, ce que les gardes n'avaient pas contrôlé, c'était la minuscule clé USB cachée au fond de la doublure. 12 ans de journaux d'audit y étaient stockés. 12 ans de chiffres qui ne mentent jamais. Et bientôt, il parlerait plus fort que n'importe quelle lettre de licenciement. Je n'ai pas commencé dans un bureau d'angle ni avec un titre brillant. J'ai commencé tout au fond d'un open space de conformité, là où les dossiers viennent mourir. Pendant des années, je suis restée tard, construisant des systèmes que personne ne demandait parce que je ne supportais pas les trous dans nos archives. Quand l'entreprise a failli perdre un contrat à 7 chiffres après un litige de facturation avec un client européen, c'est la base de données que j'avais discrètement conçue qui a prouvé que nos factures étaient les légitimes. Mon système a sauvé l'accord, mais le CEO de l'époque, Victor, a parlé à Anna d'un coup de chance et est passé à autre chose. C'était son style. Briller sur scène pendant que des gens comme moi colmataient les fuites sous le pont. J'ai créé des tableaux de bord qui suivaient de chaque centime entrant et sortant. J'ai rédigé des pistes d'audit capables de résister à n'importe quel régulateur. J'ai même formé de nouvelles recrues à traiter les données comme des preuves et non comme des décorations. Mais peu importe combien de fois mon travail maintenait l'entreprise debout, Victor veillait à ce que la lumière ne se pose jamais sur moi. Il avait le charisme, les couvertures de magazines, les dîners avec les investisseurs. Moi, j'avais des néons et une chaise bancale. Avec le temps, le déséquilibre est devenu criant. Victor a fini par voir la conformité comme une nuisance, un obstacle bureaucratique. Il disait au conseil que l'agilité nécessitait de la flexibilité dans les rapports, ce qui était sa façon polie d'affirmer que les règles se pliaient pour lui. Pendant les réunions, il me jetait ce petit rictus, un coin de lèvres relevé, qui signifiait que j'étais la rabat-joie. L'encre qui freinait sa vision. Quand les objectifs de revenus se sont resserrés, les murmures autour des finances se sont amplifiés.
Honoraires de conseil versés à des prestataires inconnus, budget voyage gonflé de frais inexpliqués, dépenses de projets validées sans justificatif. Je reconnaissais l'odeur de la fraude bien avant d'en avoir la preuve, et ça me donnait la chair de poule. Plus je consignais, plus je devenais invisible. Victor promouvait ceux qui jouaient le jeu, qui traitaient lourd les chiffres, comme des coups de pinceau plutôt que comme du béton. Il voulait des gens qui pouvaient décorer la vérité, pas la préserver. Moi, j'étais l'inverse. Et peu à peu, il a commencé à m'effacer. Les rapports que je rédigeais étaient présentés sous un autre nom. Les réunions que je planifiais étaient réattribuées à des juniors. Mes remarques en séance stratégique disparaissaient des procès-verbaux. C'était comme me regarder disparaître du dossier tout en continuant à venir chaque jour. Être ignoré aurait été supportable. Être effacé était insupportable. Victor avait perfectionné l'art de l'humiliation sans jamais hausser la voix. Il balayait mes questions comme du fouillis administratif. Il appelait mon service la pédale de frein devant le conseil. Il a même plaisanté lors d'un séminaire d'entreprise en disant que si la conformité disparaissait demain, personne ne le remarquerait pendant 6 mois. Les gens riaient parce qu'il était le CEO et que le rire était obligatoire. Pas moi. J'étais assise avec mon gobelet de café tiédissant entre les mains, mémorisant chaque mot. La veille de ma convocation dans le hall, j'étais restée à mon bureau jusqu'après minuit, parcourant une dernière fois les journaux. Je savais que quelque chose se préparait. L'air autour de Victor s'était alourdi, son sourire aiguisé, son entourage resserré. Quand la convocation RH est tombée, je n'ai pas été surprise, juste vidée. Pourtant, même quand Kelly m'a retiré mon badge, je gardais une certitude silencieuse. Pendant 12 ans, j'avais archivé chaque transaction, chaque approbation par email, chaque entorse que Victor signait avec panache. Il pouvait effacer mon nom de la paix, mais il ne pouvait pas effacer la trace qu'il laissait derrière lui. Je l'avais scellée, complète, immuable, dans ma poche. Les journaux étaient impatients et ils attendaient. Je n'ai pas crié, je n'ai pas appelé d'avocat, je n'ai même prévenu personne. Je suis rentrée chez moi, j'ai posé les papiers de licenciement sur le plan de travail de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur. 12 ans d'archivage méticuleux se sont déroulés devant moi comme une seconde vie que j'avais vécue en secret. Chaque facture, chaque autorisation, chaque transaction hors livre que Victor croyait invisible, rangée proprement dans une archive que personne d'autre que moi ne connaissait. Le système était ma création, déguisée dans le cadre de reporting qu'il aimait balayer comme du fouillis administratif. Il n'avait jamais pris la peine de remarquer l'architecture sous la surface. C'était son arrogance et c'était devenu mon bouclier. En silence, j'ai organisé les fichiers, créant des dossiers par année, puis par projet, puis par centre de coût. Les chiffres racontèrent une histoire plus tranchante que n'importe quel discours que j'aurais pu tenir. Des millions dirigés vers des prestataires écrans sans aucune prestation. Des billets d'avion facturés 2 fois, des achats de matériel qui n'arrivaient jamais. Et, nichés dans les métadonnées, les signatures d'autorisation de Victor, horodatées, irrévocables, il pensait que mon renvoi coupait le lien. Il n'avait pas compris que j'avais déjà tiré le fil et que je tenais la mèche. Je n'avais pas l'intention de tout dévoiler d'un coup. Le timing comptait. Si je balançais les preuves au grand jour, Victor tournerait l'affaire en malentendu. Il avait du charme et des alliés prêts à le protéger. Il me fallait que le coup porte dans une pièce où le charme ne pourrait rien, cela voulait dire le conseil. Entre-temps, l'arrogance de Victor ne faisait que croître. Une semaine après mon licenciement, son visage ornait la couverture d'un magazine financier, légendé de mots comme « visionnaire » et « intouchable ». Il animait une réunion publique en direct, se vantant de l'expansion en Europe, souriant comme un homme qui croit que le monde tourne autour de lui. Mon téléphone bourdonnait de messages d'anciens collègues, des extraits de Victor plaisantant que le poids mort a été dégagé, des rires dans la salle. Il ne savait pas que je lisais ces mots avec un sourire tranquille. Il pensait que l'humiliation m'avait brisé. Il n'avait pas idée qu'elle m'avait affûté. J'ai contacté Eleanor, une des rares administratrices du conseil que Victor ne pouvait charmer. Elle avait fait sa carrière sur les chiffres et la réglementation, le genre de personne qui lit encore les notes de bas de page pendant que d'autres survolent les titres. Je lui ai parlé d'une urgence de conformité nécessitant discrétion. Pas de détails, juste assez pour obtenir une place à la table. Elle a y accepté de me rencontrer. C'était tout ce dont j'avais besoin. Victor se dirigeait déjà, confiant, vers son prochain triomphe trimestriel. Moi,
je construisais déjà la scène où il trébucherait. J'ai refermé l'ordinateur, glissé la clé USB dans sa housse et murmuré pour moi-même, non pas comme une menace, mais comme une promesse. Les chiffres ne mentent pas, ils attendent. La salle du conseil était une boîte de verre suspendue au-dessus de la ville, sa longue table polie brillant sous les lumières encastrées, la skyline de New York s'étirant derrière Victor comme un décor choisi pour encadrer sa victoire. Il se tenait en tête de table, costume bleu marine si affûté qu'il ressemblait à une armure parlant avec la cadence d'un homme qui attend des applaudissements. « Notre croissance est indéniable », dit-il en passant à la diapositive suivante du projecteur. L'Europe nous ouvre ses portes, notre valorisation grimpera de 20% d'ici la fin de l'année. Des rires polis s'élevèrent, ceux qu'on réserve aux dirigeants qui l'exigent. Eleanor, assise à l'extrémité, restait impassible, son stylo posé sur un bloc-notes. Quand elle hocha discrètement la tête vers la porte, mon signal, l'atmosphère changea. J'entrai, chaque tête se tourna, un frisson parcourut la salle. Certains fronçaient haut les sourcils, d'autres arquaient un sourcil. Victor, lui, ne broncha pas. Il sourit, large et contrôlé. « Ah, Brenda, heureux que tu sois là, même si je ne vois pas pourquoi. » Sa voix portait cette chaleur fausse d'un homme persuadé que la scène n'appartenait qu'à lui. J'avançai, posai une petite clé USB sur la table, sans un mot. Victor ricana. « Tu n'as pas l'autorisation d'être ici. Ton poste a déjà été supprimé. Elle doit être confuse. » Il se tourna vers le conseil, je branchai la clé au projecteur, l'écran vacilla, son graphique disparut, remplacé par une fenêtre noire remplie de lignes horodatées, numéro de compte, signature, un journal d'audit. « Qu'est-ce que c'est » demanda un administrateur en se penchant. Ma voix resta neutre. « Vos transactions, Victor, approuvées avec vos identifiants, 12 années. » La salle se figea. On n'entendait plus que le souffle discret de la ventilation. Le sourire de Victor s'amincit. N'importe qui peut fabriquer des données. Ça n'a aucun sens. J'appuyai sur la flèche. Des emails apparurent, chacun lié à une entrée du journal. Approuvé. Victor L. ID d'autorisation. Des honoraires de conseil envoyés à un fournisseur sans employé, sans bureau, sans produit. Un autre clic. Des voyages facturés 2 fois. Encore un. Des budgets de projets gonflés par de fausses factures. Le silence devint étouffant. Un directeur au fond ajusta ses lunettes, sa voix basse. Ce sont des millions de dollars. Eleanor parla, chaque mot pesé. Avec votre autorisation, Victor. Il ouvrit les bras, tentant encore de charmer. Des erreurs de saisie, des chevauchements administratifs. Vous savez tous à quel point les données peuvent être désordonnées. Il rit, creux, isolé. Nouveau clic. Une vidéo apparut, filmée lors d'une réunion interne. Victor, assis à cette même table quelques semaines plus tôt, lançant d'un geste de la main. Elle est remplaçable, débarrassez-vous d'elle avant qu'elle ne pose des questions. Les mots résonnèrent contre les parois de verre. Même la ville derrière semblait s'immobiliser. Le conseil le fixait, leur visionnaire doré rétréci sous le poids de sa propre voix. Il s'agrippa à la table, les jointures blanchies. C'est sorti de son contexte. Ses yeux cherchaient à mettre une issue, en vain. Un directeur claqua son classeur, un autre souffla à l'oreille du conseiller juridique, qui se mit à noircir des pages. Le stylo d'Eleanor tapa une fois sur le bois. « Le contexte ne change pas les chiffres, » dit-elle. Le piège s'était refermé. Victor le comprit trop tard, l'arrogance quittant son visage, remplacée par une peur nue. Ses lèvres s'ouvrirent, aucun son n'en sortit. Le silence fit office de verdict, plus lourd qu'une sentence. Dehors, les lumières de la ville scintillaient, indifférentes à sa chute. Je soutins son regard, voix ferme. Les chiffres ne mentent pas, ils attendent, et ils vous attendaient. Le conseil murmurait, les papiers bruissaient, mais l'air portait un basculement irrévocable, l'instant où la confiance se change en panique. Victor retomba dans son siège, épaules voûtées, son grand récit s'effondrant dans les logs défilant impitoyablement à l'écran. Le vote n'a pas traîné. Les administrateurs se sont retirés pour une session privée, tandis que Victor restait figé en bout de table, les yeux rivés sur l'écran noir comme s'il pouvait faire disparaître les preuves par la seule force de sa volonté. Sa cravate, autrefois parfaitement nouée, pendait mollement contre son col. Lorsque le conseil revint, Eleanor annonça la décision avec la précision d'un chirurgien. Avec effet immédiat, Victor est relevé,
de ses fonctions de directeur général dans l'attente d'une enquête complète. Les mots tombèrent comme un marteau. Victor repoussa sa chaise, marmonnant « C'est une erreur, vous avez besoin de moi ». Personne ne répondit. 2 agents de sécurité entrèrent discrètement, les mêmes silhouettes que celles qui m'avaient un jour escorté dans le hall. Leur présence ne laissait aucun doute. La voix de Victor monta, désespérée. « Vous ne pouvez pas faire ça devant les clients, devant le personnel. Le marché va paniquer. » Eleanor ne broncha pas. « Le marché se remettra. L'intégrité? Non. » Les gardes lui firent l'ongli signe de se lever. Il hésita, puis repoussa sa chaise si violemment qu'elle grinça sur le sol lustré. Son arrogance avait toujours rempli la pièce. Désormais, elle paraissait pitoyable, celle d'un homme s'accrochant à un titre déjà arraché. La marche jusqu'à la porte sembla interminable. Chaque pas résonnait contre les parois de verre de la salle. Les administrateurs baissèrent d'herbe les yeux, des assistants murmuraient à l'extérieur, et un photographe de la presse spécialisée, venu couvrir la présentation trimestrielle, immortalisa toute la scène à travers les vitres. Lorsque Victor atteignit le hall, les premières images circulaient déjà en ligne. Victor Lang, le CEO doré, escorté par des gardes, le visage blême, la bouche crispée de colère. Le même hall où il m'avait humilié publiquement devenait sa scène de disgrâce. Les employés s'attroupèrent près des ascenseurs, feignant de consulter leur téléphone, sans parvenir à détourner le regard. Un frisson parcourut la foule. L'intouchable venait d'être touché, l'homme qui prêchait la vision venait d'être pris en flagrant délit de fraude. J'observais en silence depuis la mezzanine, contemplant la symétrie s'accomplir. Quelques heures plus tard, les gros titres envahissaient les sites cofinanciers, CAO évincés en pleine enquête pour fraude. Les journaux d'audit révèlent des irrégularités de plusieurs millions. Les tickers boursiers à virer fouet au rouge, tandis que les investisseurs fuyaient, les actions chutant de près de 20% à la clôture. Zurich, le client européen dont Victor s'était vanté, annonça la suspension de toutes les négociations tant que la gouvernance ne serait pas stabilisée. L'empire qu'il exhibait quelques jours plus tôt s'effondrait désormais sous les yeux du public. Les 5 appels affluaient des régulateurs. La SEC exigeait la divulgation immédiate de tous les dossiers internes. Le ministère de la Justice réclamait une coopération préliminaire. Les alliés de Victor, Marcus le CFO et Kelly des RH, se retrouvèrent eux aussi acculés. Marcus fut suspendu, ses comptes gelés dans l'attente de vérification. Kelly disparut dans le silence, sa boîte mail désactivée, son bureau vidé avant midi. Aucun d'eux n'avait imaginé que la chute serait aussi brutale, aussi visible. Il y a une semaine à peine, Victor se pavanait sur scène devant les investisseurs, poitrine bombée, sourire éclatant, proclamant l'invincibilité de l'entreprise. Désormais, son visage tournait en boucle sur les chaînes d'infos, les clichés granuleux de son expulsion remplaçant les couvertures glacées des magazines. Le contraste était saisissant. L'arrogance sous les applaudissements métamorphosée en honte cadrée par les menottes de la réputation. Il n'avait pas encore été arrêté, mais dans le tribunal de l'opinion publique, le verdict était tombé. Tard dans la soirée, je revins chercher le carton de mes affaires préparé par les RH. En traversant le hall, je vis que le mur numérique géant qui affichait jadis les citations triomphantes de Victor avait déjà été effacé. L'écran brillait vide, attendant un nouveau message, un nouveau visage. Victor Lang était parti, rayé de l'entreprise qu'il croyait posséder, spectre piégé dans les journaux numériques qui avaient scellé sa chute. Quand la tempête fut passée, je n'étais plus la femme escortée hors d'un hall. J'étais le nom sur toutes les unes, l'architecte silencieuse derrière les journaux qui avait renversé un géant. Le conseil d'administration me contacta en premier, leur ton métamorphosé de condescendant à révérencieux. Ils m'offrirent la réintégration, le paiement rétroactif, la restitution intégrale de mes actions non acquises. Ils allèrent jusqu'à proposer un nouveau poste, Chief Integrity Officer, relevant directement du conseil, hors de l'ombre de Victor. C'était le genre de titre qui autrefois m'aurait fait trembler de fierté. Mais, en écoutant Eleanor me lire l'offre, je compris que la fierté n'était plus ce que je recherchais. Le respect comptait davantage que les titres. La dignité valait plus que les promotions. Pendant des années, j'avais été invisible, la pédale de frein raillée par un homme persuadé que seule la vitesse importait. Ce que j'avais démontré, au final, c'est que les freins sauvent des vies et que le silence peut rugir plus fort que les applaudissements. J'acceptais la restitution de mes actions, mais déclinais leur siège à la table.
Je ne rebâtirai pas une maison qui a tenté de m'ensevelir, dis-je à Éléonore. Je préfère bâtir quelque chose qui m'appartienne. Elle n'argumenta pas. Elle hocha simplement la tête, reconnaissant peut-être que mon départ constituait la condamnation ultime du règne de Victor. Dehors, le monde financier bruissait de scandales et de spéculations, mais ma boîte mail racontait une autre histoire. Les messages affluaient d'anciens collègues me remerciant d'avoir prouvé que la vérité comptait. Les recruteurs envoyaient des invitations, les investisseurs proposaient des opportunités. Même les régulateurs adressaient des notes discrètes de gratitude, reconnaissant que mes journaux avaient accompli en une semaine ce que des audits n'avaient pas fait en des années. Cette reconnaissance m'envahissait, mais elle m'éclairait aussi. Il ne s'agissait jamais de vengeance au sens mesquin. Voir Victor escorté dehors avait été satisfaisant, oui, mais plus profondément, c'était la preuve que l'intégrité ne peut être effacée. La fraude peut briller un temps, mais la vérité laisse une trace. J'avais écrit cette trace, ligne par ligne, année après année, et quand l'instant fut venu, elle parla pour moi. En y repensant, je compris que l'humiliation dans le hall avait été nécessaire. Elle m'avait mise à nu, m'avait révélé ce que je portais vraiment. Ils avaient pris mon badge, mon bureau, mon titre, mais ils ne pouvaient être touchés aux preuves que j'avais bâties, au système que j'avais conçu. On ne peut effacer celle qui a écrit le code. On ne peut enterrer celle qui a rédigé le contrat. Je m'en allais non comme une victime, mais comme la gardienne d'un dossier trop lourd pour que l'arrogance y survive. Un après-midi, des semaines plus tard, je repassais devant l'immeuble. Les écrans du hall affichaient déjà un nouveau slogan, parlant de résilience et de renouveau. Les employés se pressaient, regard fixe, voix basse. Personne ne prononçait plus le nom de Victor. D'une certaine façon, c'était la punition la plus cruelle. L'effacement, non pas de moi, mais de lui. Son héritage réduit à une mise en garde murmurée lors des formations. Je repris le trottoir, un café à la main, la ville vibrante autour de moi. Je ne retournais pas dans cette tour, ni comme employée, ni comme sauveuse. Mon avenir s'ouvrait ailleurs, plus clair, plus net, sur des fondations que je bâtirais moi-même. J'avais prouvé ce qui devait l'être, et pour la première fois depuis des années, le poids que je portais avait disparu. L'humiliation s'était changée en libération. La trahison était devenue preuve. En m'éloignant, je pensais au rictus de Victor, à ces mots résonnant encore. « Elle est remplaçable !» Et je souris, car la vérité était déjà inscrite dans les journaux. Remplaçable, c'était lui, pas moi. Quand je repense à tout cela, je comprends que ce n'était jamais une question de victoire dramatique ou de prouver que j'étais plus intelligente que mon CEO. Ce qui comptait, c'était de retrouver ma dignité. Être humiliée devant mes collègues a semblé marquer la fin de mon identité, mais en réalité, ce fut le début de la clarté. J'ai porté la preuve de la corruption en silence, sans colère ni cri. La leçon que j'ai apprise est que le silence, lorsqu'il est guidé par un but, peut trancher plus profondément que l'affrontement. Parfois, la réponse la plus puissante n'est pas de riposter immédiatement, mais d'attendre que la vérité parle d'elle-même. Dans les entreprises américaines, on parle souvent de résilience comme du fait de simplement tenir un mauvais jour de plus. Mais la résilience, c'est aussi protéger son intégrité, même quand on est ignoré ou écarté. J'ai construit des systèmes dont personne ne se souciait, jusqu'au jour où ces systèmes sont devenus la bouée de vérité. La leçon pratique est simple. Le travail que vous faites dans l'ombre, la rigueur que personne n'applaudit, peut un jour être le bouclier qui vous protège quand le pouvoir se retourne contre vous. À ceux qui m'écoutent, peut-être que votre patron ne vous valorise pas, peut-être que vous avez été oublié pour une promotion, ou même humilié publiquement. Ça fait mal, je le sais. Mais gardez les preuves, littéralement et au sens figuré. Documentez votre travail, protégez votre intégrité, et rappelez-vous que les titres et les applaudissements disparaissent, mais que la preuve demeure. Ma revanche n'a jamais consisté à détruire l'entreprise, mais à faire en sorte que ceux qui abusaient du pouvoir fassent face aux conséquences qu'ils cherchaient à fuir. Je n'avais pas besoin d'une couronne pour gagner. J'avais seulement besoin que la vérité soit indéniable. Parfois, le pardon est une libération de soi, mais parfois, le silence est le couteau le plus tranchant. Comment commencer dès aujourd'hui 1. Tenez un journal personnel de vos contributions au travail. 2. Conservez une trace des décisions et validations clés. 3. Construisez des alliances avec ceux qui valorisent l'intégrité plus que la politique. 4. Quand vous êtes humilié, prenez une pause avant de réagir. Le temps peut être votre arme la plus affûtée.
Et maintenant, j'aimerais vous entendre. Avez-vous déjà été humilié au travail et souhaité avoir répondu autrement? Partagez votre histoire en commentaire, envoyez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour plus d'histoires qui font transpirer les puissants.